position hostile et de son opposition au régime raciste en Afrique du Sud. Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Interview internationale Madame Farida Choubechi, la grande parlementaire égyptienne, la grande journaliste et écrivaine égyptienne. Vous êtes toujours la bienvenue et bonne fête. Merci à vous et bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Et Merci. bonne fête à l'Égypte et bonne fête à tous les peuples qui aspirent à la liberté et qui prennent la révolution égyptienne comme modèle. Oui, il y a beaucoup de témoignages de votre part concernant la révolution de 1952, la révolution de juillet. Oui. Donc, votre témoignage en ce qui concerne l'impact de cette révolution au niveau politique, au niveau économique, au niveau de la justice sociale, au niveau industriel, au niveau agricole, j'aimerais écouter votre témoignage. Oui, mais je ne vais pas peut-être dire tout ça. Vous allez à chaque fois me demander la question. Oui. Donc pour commencer, au niveau politique international, comment l'Égypte a pu être, si je peux dire, un pôle avec les autres pays non alignés dans leur mouvement pour faire face à cette bipolarisation qui a dominé le monde à cette époque, pendant les années 50 et les années 60, et quand même jusqu'à maintenant. Entre les Occidentaux et l'ex-Union soviétique. L'Égypte a été un modèle à suivre. L'Égypte n'a pas pris une position dès le début. Elle a pris des positions en fonction de la réaction de la puissance avec laquelle on discute. Par exemple, avec l'Occident, ils ont toujours posé des conditions et ils ont refusé de nous aider, de nous faire sortir de notre période un peu pour le monde moderne était un peu arriéré. Alors ils n'ont pas voulu nous aider. Alors que l'Union soviétique à l'époque nous a aidés sans poser aucune condition. Et ça nous l'avons vu. Et ça a démenti tous les auteurs des mensonges qui ont dit que nous, on était dans le sphère soviétique. Alors là, nous avons donné un exemple de l'indépendance et l'indépendance de la prise de position. Nous avons pris nos positions, nos prises de position. Notre président à l'époque, le président Nasser, les a pris en fonction de l'intérêt de notre pays. Pas n'importe quoi d'autre. Notre pays voulait ça, alors il était d'accord. Il ne voulait pas ça, alors il refusait. Et ça a été un modèle, je vous assure. Moi, je suis vieille et je sais combien de pays ont demandé à leurs leaders de suivre l'exemple de Nasser. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de... Et c'est pour ça que l'hostilité de l'Occident, surtout des États-Unis, pour Nasser était incroyable. Ils ont vu que c'était pas quelqu'un qui avait comment dire, c'est-à-dire les pensées qu'il prenait, les décisions qu'il prenait n'étaient pas seulement en Égypte, mais avaient un raisonnement dans le monde entier. Ça, c'est pour ça qu'il était une cible terrible. Madame Farida Choubechi, est-ce que c'était fatal le déclenchement de cette révolution de 1952 contre la monarchie dépendante du colonialisme, et c'était quand même fatal pour le déclenchement de cette révolution parce que il y avait ce qu'on appelle les capitalistes farouches qui ont mis leurs mains sur, si je peux dire, le pouvoir à cette époque. Il y avait beaucoup de corruption, malgestion, ainsi de suite. Est-ce que c'était encore une fois fatal? C'était, si je peux dire, la seule issue pour que le peuple égyptien
arrive à son indépendance? Personne n'a osé prétendre qu'il y avait d'autres alternatives. C'était notre seul chemin de nous débarrasser et de nous purifier de l'occupation britannique et puis aussi de la vous savez, c'était pas un gouvernement modèle au temps de la royauté. Oui. Parce que nous avons vu plein d'Égyptiens étaient pieds nus, portaient des djellabas déchirés. C'est-à-dire, on était vraiment, et les paysans, je ne vous dis pas dans quelle misère ils vivaient. Moi, j'avais mon grand-père qui était un notaire d'un village à Giza, et je vous assure que moi, j'étais enfant et je pleurais en les voyant. C'était vraiment incroyable et insupportable à voir. Alors là maintenant, le peuple égyptien, quand l'armée a commencé à s'opposer à la dissolution de l'Égypte, parce que c'était un pays sans résolution, sans volonté, sans rien, c'était seulement l'occupant qui faisait tout. Alors là, quand l'armée s'est opposée, le peuple s'est joint tout de suite à l'armée. C'est comme dans le 30 juin 1913, quand le peuple est descendu et il a fait appel à l'armée, l'armée est descendue et elle l'a soutenu. C'est-à-dire le lien, les rapports entre l'Égypte et son armée sont vraiment historiques et formidables et et quand même, j'aimerais souligner une déclaration faite par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi concernant si je peux dire, ces nouveaux défis géostratégiques, ces guerres qui frappent actuellement la région et les répercussions d'autres guerres internationales qui frappent la région. Monsieur le Président a parié toujours sur le citoyen égyptien, la résilience du citoyen égyptien, la conscience du citoyen égyptien, la résistance du citoyen égyptien face à tout genre de défis. Comment vous avez lu ce message? Non, je vois que le président a très bien compris son peuple. Depuis le début, il a compris qu'est-ce que le peuple voulait, c'était quoi son aspiration, à quoi il voulait, à quoi il pensait, à quoi il s'attendait. C'est pour ça qu'il s'est révolté, il a fait une révolution. Non, elle est vraiment unique dans l'histoire du point de vue de la population qui a participé. Pourquoi? Parce que le peuple égyptien a refusé la décimation de notre pays et la soumission de notre pays à n'importe quelle force locale. Quels que soient les prix. Quels que soient les prix. Quel que soit le prix. Quand nous sommes sortis, moi j'ai participé, je peux vous dire. Quand nous sommes descendus le 30 juin, on était prêts à être, comme vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient, les frères soi-disant musulmans, ils ne sont pas musulmans, ils tuaient tout le temps, et c'était des massacres. Et nous avons décidé tout ça et nous sommes descendus parce que nous sommes les générations d'après le 30... Donc vous venez quand même de susciter un point essentiel, c'est la citoyenneté. Comment la révolution de 23 juillet 1952 a pu consacrer une fois de plus la citoyenneté en Égypte? Bien sûr, parce que vous savez, les instructions britanniques au gouvernement, même au roi, étaient humiliantes. Par exemple, le 4, je sais pas, il y a une fois, au 4 juin, où il voulait que Nahas Pacha ne forme pas le gouvernement. Et l'ambassadeur britannique lui a dit, si vous faites ça, vous allez dormir chez vous, vous n'allez pas rester au trône. Et ça, c'est une humiliation que l'Égypte n'a pas acceptée. C'est l'impunité.
L'impunité. Voilà. L'impunité colonialiste. Bien sûr, bien sûr. Et là, grâce à Dieu, notre armée, comment dire, je ne peux pas vous dire à quel point les rapports entre nous et l'armée. Pour moi, l'armée, c'est le bouclier, l'épée, le bouclier du peuple. Voilà, c'est ça, c'est le bouclier. Oui. Justement. Et là, nous avons décidé, justement, après, de nous joindre à notre armée, et nous avons vu, depuis le début, l'orientation de la révolution. Il y a eu l'égalité, il y a eu les terrains pour des morceaux de terrain pour les peuples, pour les paysans, il y a eu avant quand même d'arriver à l'impact de la révolution au niveau local, j'aimerais vous poser cette question concernant comment la révolution a pu soutenir et a pu quand même renforcer les droits des peuples qui ont subi beaucoup d'injustices de la part du colonialisme, notamment quand on parle de droits palestiniens à avoir une bonne vie, à avoir un État indépendant. Justement, parce que tous les peuples qui nous entourent et tous les frères arabes ont tous senti que le président était sincère. Il était vraiment décidé à s'opposer à toute force méchante ou occupante. Oui. Comme par exemple l'aide qu'on a apportée à l'Algérie. Mais ça, tout le monde en parle et tout le monde le sait. À la Palestine, aussi, ça, tout le monde le sait. À tous les pays, à la Libye, tous les pays arabes de l'époque ont misé sur l'Égypte et l'aide de l'Égypte. Oui, oui. Et ils ont eu raison parce que, et c'est pour ça que l'animosité de la Grande-Bretagne et ensuite des États-Unis contre Nasser, c'était incroyable, incroyable. Oui. Parce que bien sûr, Nasser a pu quand même nationaliser les ressources, que ce soit naturelles, maritimes, les ressources financières de l'Égypte face à ce lion colonialiste, les Britanniques, à cette époque. Bien sûr, c'était notre droit. Le canal de Suez, comment dire, les bénéfices du canal de Suez, c'était c'était la France qui les prenait. C'est incroyable. C'est-à-dire que nous avons été soumis à un vol, si vous voulez. Ils nous ont volé vraiment pour des siècles. Et là, c'est notre révolution historique. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire allusion à faire et attirer l'attention sur le complot du 5 juin 67. C'était contre Nasser et contre le rôle de l'Égypte. Mais il faut aussi dire que nous sommes descendus le 9 juin et nous avons vaincu la défaite. Oui. Et si on va parler un peu plus du niveau local, comment la révolution a pu changer le parcours économique de l'Égypte du point de vue agricole, du point de vue industriel? Et le haut barrage, vous oubliez le haut barrage? Oui. Le haut barrage, c'est le plus grand projet au XXe siècle. Oui. C'est le plus grand et un des plus grands projets de l'humanité. Alors là, aussi, le haut barrage nous a donné un sentiment de, comment dire, d'assurance, de sécurité, parce que le Nil, il y avait 7 années, comment dire, les 7 années maigres, et là, c'était vraiment, vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'avez pas vu ça grâce au haut barrage, mais nous, on était parfois au secours d'une bouteille d'eau. Ouais. Et là, et regardez comment, quand il a liquidé les grandes surfaces agricoles
des pachas et des, je sais plus quoi moi, et des gens du roi. Et ça, nous avons vu que nous avions des produits agricoles incroyables. Malheureusement, ensuite, quand dans les années 70, il y a eu des agressions, ils ont envahi les terrains agricoles avec des immeubles monstres. Voilà. Donc la révolution a pu lutter contre la famine, a pu lutter contre le manque d'eau, et par conséquent il y avait l'électricité, et après ça c'était l'industrialisation. L'industrialisation, je vous assure, et vous pouvez vérifier ce que je vous dis, que nous, on exportait vers des pays européens parfois des produits égyptiens. Alors, ça, c'est vraiment... On a tout laissé, on a tout abandonné parce qu'il y avait des entrepreneurs ou des, je ne sais pas comment vous les appelez, entre parenthèses, des hommes d'affaires qui, eux, alors, fermaient nos usines et transportaient ce qu'ils voulaient, le reste, ou les débris de l'étranger pour gagner. Et là, nous avons vraiment, c'est pour ça que la révolution du 30 juin, moi je dis que le 30 juin, c'est la fille du 23 juillet. Alors, c'est là, parce qu'on gardait encore, comment dire, la conscience la conscience du peuple égyptien. Pas seulement ça, de l'importance de l'autosatisfaction. L'autosuffisance. Oui, l'autosuffisance. C'est l'une des armes les plus efficaces, notamment face à des différents défis et crises qui frappent le monde entier. Je dois vous remercier infiniment beaucoup pour votre témoignage. Merci. Donc, très rapidement, je dois quand même vous dire, chers téléspectateurs, que Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a félicité le peuple égyptien et son armée à l'occasion de l'anniversaire du 23 juillet, et ça sur les réseaux sociaux. Le Président a écrit que le 23 juillet était une épopée, mettant en relief l'unité des Égyptiens, qui a été, qui mettait en relief, encore une fois, l'unité des Égyptiens. Selon le chef de la République, ce souvenir ajoutait un chapitre lumineux dans notre histoire contemporaine et qui renferme toutes les conceptions de sacrifice en vue de garantir la souveraineté de la patrie et l'intégrité de son territoire. De sa part, la première dame d'Égypte, Madame Mintassar al-Sisi, a félicité également le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse révolution de 23 juillet, qui a été un exemple de la volonté de la lutte de notre peuple pour acquérir la liberté et l'indépendance de cette décision nationale. Donc nous devons clôturer cette édition, mais avec ce reportage qui va vous donner plus d'explications, plus d'informations en ce qui concerne les différentes dimensions de la révolution de 1952, comment elle a pu changer non seulement la vie ici en Égypte, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international. Je dois vous remercier infiniment. Bonne fête à toutes et à tous.